À compter du milieu des années 1960, la fréquence de mes rencontres avec Roger ne s'est jamais ralentie, même quand il se fut établi dans sa maison de la région de la Vosges, au Liaumont. La Vosges, c'est le sud, c'est la partie lorraine des Vosges, au sud des Vosges. Nos échanges sont devenus peut-être encore plus nombreux par lettres ou conversations téléphoniques, et plus d'une fois en tête-à-tête dans sa maison du Liaumont. Très loin, au bout d'un grand jardin, il passe une ligne de chemin de fer qui marque à la fois, pour autant qu'il est l'un ou l'autre, le début et la fin de l'infini. Nous étions simultanément nous-mêmes dans une région où le temps semble suspendre son passage sous l'aile battante de la réflexion. Nous nous y tenions en ce point où la dialectique du oui et du non se résout, comme si penser et être pensé ensemble avaient été le même acte. Mais j'ai tort de vouloir m'exprimer en philosophe, que je ne suis en aucune façon, et je me rappelle comme nous étions préservés du vertige métaphysique par le souci que se faisait soudain Roger pour le degré de cuisson de la quiche lorraine ou des cailles au raisin qu'il avait préparé lui-même avec le talent d'un chef confirmé. Je confirme. D'un chef confirmé sans négliger l'indispensable accompagnement liquide. J'aurais pu me croire revenu au temps de Platon et d'Aristote. Un peu plus tard, en silence, nous regardions la nuit descendre avec son cortège d'étoiles, et je me souvenais de la phrase inaugurale du Seul, le deuxième livre de Roger Munier, cette phrase « La présence disparaît ». Ce qui pourtant ne disparaît jamais, c'est le mouvement qui entraîne cette disparition et dont l'œuvre de Roger reste une expression vivante. Sa présence elle-même demeure. Vous en êtes ici et maintenant les témoins et je vous en remercie. Signé Jacques Réda. Je passe la parole à Renaud Barbaras, professeur de philosophie contemporaine à la Sorbonne. Alors je vous ai parlé du livre de Renaud Barbaras pour Introduction à une phénoménologie de la vie, où un des chapitres est consacré à la lecture de la, vous allez en parler d'ailleurs, de la 8e élégie, la lecture, la nouvelle traduction et le commentaire de la 8e élégie de Duino de Rainer Maria Rilke, donc par Roger Munier. Renaud Barbaras, vous êtes professeur de philosophie contemporaine à la Sorbonne, spécialiste de phénoménologie, vous occupez aussi de poétique. Alors j'en profite quand même pour signaler que la Sorbonne vous rend hommage dans un colloque tout prochainement, là, les 6 et 7 juin, hommage donc organisé par Jocelyn Benoît, sur la phénoménologie, mais aussi il est beaucoup question de poétique, et j'ai noté une contribution, bon, il y a notamment Florence Burga qui s'intéresse à votre approche de la phénoménologie de la vie animale. Ça, j'avoue que je serais très curieux d'en savoir davantage. Et j'ai noté, parce qu'il y a plusieurs, dans ce colloque, donc en hommage à Renaud Barbaras, il y a plusieurs philosophes du monde entier, et du Brésil, des États-Unis, et notamment de l'université de Coimbra, au Portugal, qui parlent de votre lecture du grand poète portugais Fernando Pessoa. Donc ça, je serais très curieux également de l'écouter. Si vous voulez vous rendre à ce colloque, par contre, il faut réserver, hein, je crois. Alors, si ça vous intéresse, je vous donnerai les coordonnées. Et là, Renaud, on vous écoute. Merci beaucoup, mais peut-être qu'avant d'écouter, peut-être laisser la parole à Yorick, qui a peut-être un mot à dire à propos de l'édition, de la réédition qui motive cette soirée. Le parcours oblique. Voilà, donc je te laisse la parole avant de la prendre. Je te remercie, je vais faire court. On a les éditions voilà, des compagnons. Je vais très court. Donc donc je suis le directeur et le éditorial et cofondateur avec Dimitri Gantous, qui n'a pas pu venir ce soir, des éditions des Compagnons d'Humanité. En allant fonder cette maison d'édition par une nécessité théorique, certains textes étaient indisponibles, notamment Vers une cosmologie d'Eugène Minkowski,
Et en suivant le séminaire donc, de Renaud, séminaire de Master 2 où il en était question, on s'est dit que c'était assez embêtant au fond que ce texte essentiel ne soit plus là, et on s'est donc mis à fonder une maison d'édition. Et d'idée en idée, comme une évidence au fond, on a voulu publier Roger Munier, parce que ça s'inscrivait dans cette ligne à la fois une philosophie radicale de l'existence et soucieuse surtout, à notre époque, au XXIe siècle, dans une ère très positiviste, d'essayer de saisir quelque chose de l'irréductible, de l'inobjectivable. Et précisément, c'est ce qu'on a retrouvé à travers ces deux textes, mais je dirais aussi à travers le seul dont il a été question il y a quelques instants, que j'aurai normalement le plaisir d'accueillir dans une collection future qui s'appelle précisément Présence. Et donc, tout ça pour dire que, avec Jacques, on tient bon sur le fait que le travail de Roger Munier soit présent et justement révèle la richesse de la présence comme telle dans une ère qui précisément l'absente. Voilà. Donc, je vous remercie d'être là. Juste pour étoffer un peu le, comment dire, le programme éditorial, vous avez également publié des inédits de Yann Patochka. Oui, en fait, ou une réédition, et votre dernier ouvrage, c'est un livre de Julia Kristeva. À la rentrée en septembre, pour inaugurer la collection Présence, effectivement, c'est un texte de Kristeva sur... Effectivement, donc bon, c'est assez... on a publié Max Scheller aussi, on a un colloque sur Renaud. C'est au fond, notre maison d'édition naît avec la phénoménologie. Mais plus largement, je pourrais dire que c'est vraiment cette question de l'inobjectivable, de l'inassimilable qu'il faut tenter d'approcher précisément. Et c'est le sens de cette maison d'édition Compagnon d'Humanité qui fait référence, je préfère le dire, Gérard Granel. La traduction de Myth-Mention par Granel. Qui est un concept de Husserl. Effectivement. On revient à la phénoménologie. C'est comme ça que c'est né. Voilà. Merci Yorick, merci Jacques pour cette invitation. Alors bien sûr, je suis vraiment très heureux d'être présent ce soir. Bon, bien sûr parce que l'œuvre de Roger Munier et tout particulièrement le parcours oblique a beaucoup compté pour moi, je vais dire pourquoi, mais aussi parce que je suis par ailleurs un admirateur de la poésie de Jacques Réda, que je n'ai cessé de lire depuis exactement la parution de l'Héroïne de Paris en 1977. Donc je regrette qu'il ne soit pas là physiquement. L'Héroïne de Paris. Voilà, et j'aurais voulu, j'en garde un souvenir très fort, et j'aurais voulu avoir l'occasion, enfin je pensais avoir l'occasion de lui dire de vive voix, mais si vous pouvez lui transmettre mon admiration, je serais très heureux. Je l'ai fait. Ah, très bien. Je l'ai déjà fait. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste de Roger Munier, qualificatif auquel il est d'ailleurs, je crois, difficile de prétendre, tant son œuvre est considérable et parfois, il faut dire, d'un accès ardu. Bien sûr, j'allais lire comme tout le monde, j'ai lu ses remarquables traductions de la lettre sur l'humanisme de Heidegger, les poésies verticales de Roberto Juarez, qui sont absolument admirables, et plus récemment les haïkus de l'anthologie de Bliss. D'ailleurs, je me suis demandé s'il traduisait aussi des japonais, mais j'ai cru comprendre qu'en fait, il avait traduit l'anthologie de Bliss des haïkus, et qui sont admirablement commentés par Barthes dans la préparation du roman. Alors, la lecture, j'ajoute que la lecture de Le Seul a également été pour moi une expérience fondamentale, celle du seul texte qui échappe d'emblée et radicalement à la partition du poétique et du philosophique. En vérité, ce pourrait être là peut-être une manière acceptable de caractériser l'œuvre de Roger Munier, et tout particulièrement peut-être Parcours oblique. Quoi qu'il en soit, ce texte qui nous réunit a eu une importance considérable dans mon propre parcours philosophique, et effectivement, vous y avez fait allusion, le chapitre intitulé « La déchirure », qui est un commentaire de la 8e élégie de Douineau, occupe une place de choix dans ce livre de 2008, auquel vous avez fait allusion, Introduction à une phénologie de la vie. Alors en effet, j'avais publié ce livre en 2008, et sur le conseil de Bertrand Saint-Sernin, qui était un de mes collègues de la Sorbonne de l'époque, ami manifestement de Roger Munier, je lui ai envoyé, Roger Munier, mon livre, peu après sa parution. Et il l'a lu attentivement, et à ma grande surprise, d'abord il l'a lu à ma grande surprise, et à ma grande surprise aussi, il m'a envoyé une lettre enthousiaste, accompagnée d'un tiré à part de son commentaire, lettre à laquelle j'ai répondu. Donc nous avons eu une esquisse de correspondance qui m'a évidemment affecté et même bouleversé. Alors, avant de dire pourquoi cette analyse de Rilke a été pour moi véritablement décisive, je voudrais revenir sur le livre lui-même, Parcours oblique, car l'analyse de la 8e élégie s'inscrit pleinement dans son motif général.
s'il consiste dans une série de commentaires de poètes ou d'œuvres, vous l'avez rappelé, précisément Char, Reda, Guillevic, Rilke, Bonnefoy, Rimbaud, il est caractérisé par une forte unité au point que les poètes étudiés peuvent apparaître comme autant d'étapes d'un parcours concerté. C'est tout sauf un recueil de textes épars. Assurément, deux lignes directrices peuvent être dégagées qui correspondent à des tentatives, toutes deux, de caractérisation de la poésie, au moins telle qu'elle se fait jour chez les auteurs commentés. Tout d'abord, le thème du commencement, qui, évidemment, comme il se doit, inaugure le livre et dont l'œuvre de Char serait l'éminente attestation. Il commence par citer Char, le poète grand commenceur. De quoi s'agit-il? Eh bien de ceci, que ce qui ferait proprement un poème serait une sorte, je cite, de fulguration, d'accord immédiat avec un présent perpétuellement jaillissant. Autrement dit, l'acte du poème consisterait à ramener le monde à son commencement, non pas bien sûr à son origine, mais aux choses mêmes, en tant qu'à chaque instant il commence, bref, à la fulgurance de leur présence. Dans le poème, écrit Roger Munier, le monde se lève en son présent. En quoi consiste donc le pouvoir de la poésie? Eh bien, l'hypothèse de Roger Munier est la suivante. La poésie peut être à son sommet, connaissance du temps et du monde à travers les dimensions transformantes du temps. La pensée connaît l'être et les choses dans le temps. Ne peut-on supposer que la poésie sait le temps et les choses à travers le temps? Les atteint selon la dimension en elle du temps ouvert en sa venue, soit dans l'éclosion du commencement qui les fonde. Alors inutile évidemment de préciser qu'il y a une allusion à Heidegger évidente et qui place par là même la poésie très haut. Autrement dit donc, la poésie ne se rapporte pas aux choses en tant qu'elles sont, c'est-à-dire en tant qu'elles durent, mais en leur surgissement même, dans l'éclat de leur venue. En quoi consiste le temps lui-même, en sa dimension, pourrait-on dire, temporalisante, plutôt que temporalisée. La poésie ne dit pas la chose présente, banalement, mais la venue des choses dans le présent, et par là même la venue du présent dans les choses. Autrement dit, la présence comme telle. Dès lors, saisie en son arrivée à la présence, comme son propre présent, la chose est comme vue pour la première fois. Ce qui est une autre manière de caractériser la poésie du point de vue du commencement. La chose est comme vue pour la première fois, et de là aussi la forme d'urgence qui caractérise le poème, et que Roger Munier ne manque pas de souligner. Car, évidemment, le poème doit s'accorder au surgissement, au saisissement de l'instant. Ainsi, le commencement dont il s'agit, et par lequel il caractérise la poésie, n'est pas le début d'un processus ou d'une histoire, mais l'acte par lequel chaque chose commence d'être, c'est-à-dire surgit comme son propre présent. Et c'est sous le signe de ce commencement que Roger Munier lit l'œuvre de René Char dans ce chapitre qui est inaugural à plusieurs titres. Le second thème décisif est celui qui donne à l'ouvrage son titre, le thème de l'oblique. Et c'est, cette fois, à la faveur d'une lecture très attentive de l'un des premiers recueils de Jacques Reda, Amen, qu'il est déployé. Et d'ailleurs, le livre est dédié à Jacques Reda. Le point de départ en est le mythe. Et donc, on ne peut pas ne pas en passer par ce mythe. À Python, ancien nom de Delphes, avant l'arrivée d'Apollon, la terre exerçait son empire par le truchement de Thémis, déesse de la loi. Un monstre gardait son domaine. C'est lui qu'Apollon dut abattre en le perçant de flèches. Apollon triompha, et l'ardeur du soleil acheva de décomposer le corps. Le serpent pourrit là, Python, c'est celui qui a pourri. Mais sa victoire demeure marquée par ce pourrissement final. L'ardeur du soleil avait pénétré la chair, mais pas le pourrissement lui-même. Autrement dit, chassée, la nuit restait la nuit, et il fallait composer avec elle. C'est pourquoi Apollon esquivait, ou la menace, dans la forme ambiguë de ses oracles. D'où l'épithète d'oblique dont vient le titre, l'oxias, qui lui fut ajouté. Je cite Roger Munier, Pithiazein, qui veut dire être inspiré par Apollon, déchiffrer les signes, à la même racine que pitho, pourrissement. C'est Roger Munier qui parle. Le bégaiement de la Pythie émergeait mal du toujours pourrissant chaos. Et l'interprétation qu'on en donnait, comme énoncé du Dieu, ne livrait fréquemment qu'un sens double, une parole oblique. C'est page 30 de Parcours. Autrement dit, la proposition de Roger Munier, qui donne, je crois, son axe essentiel à ce livre, la proposition de Roger Munier est de chercher pour le poète un modèle en Apollon d'Élien. Je le cite à nouveau, l'oxias est Apollon, non parce qu'il élude, esquive adroitement la réponse, mais parce que la réponse, dans son ajustement avec l'obscur dont elle doit être la voie, ne peut qu'être oblique, en sa forme, soit trouver son chemin entre ce qui affirme et ce qui masque, une troisième voie
que la chose même requiert, un autre logos en somme, qui rassemble purement au terme incertain du voyage, et de ce qu'il rassemble fait un signe souligné. Donc, la poésie serait précisément cette oblique approche. On l'a compris, et c'est important évidemment, l'ambiguïté ou l'obliquité de la réponse, l'oxias, ne tient pas au fait que celui qui parle élude ce qui pourrait en droit être dit clairement, sans reste, mais bien cela tient à la nature de ce qu'il y a à dire. La parole est oblique parce que la réalité l'est, ni présente ni inaccessible, masquée, mais de telle sorte, pourrait-on dire, qu'elle n'est rien d'autre que le masque lui-même. Si l'on veut une transcendance, qui, parce qu'elle ne repose pas sur un transcendant, ne peut être précisément rejointe, contrairement à un transcendant positif, ne peut être rejointe, mais seulement indiquée à distance. Selon les termes de Jean-Claude Passon, une hiérophanie qui ne serait pas une théophanie. Autrement dit, à l'instar de la Pythie, le poète, et la formule revient souvent sous la plume de Roger Munier, le poète n'énonce ni ne dissimule, mais seulement fait signe. Formule récurrente dans l'ouvrage. Qu'est-ce que faire signe, en effet, si ce n'est rejoindre à distance, conserver la distance en la réduisant, montrer ce qui est à distance en montrant la distance même, et par conséquent en la creusant, Tel est le sens de l'obliquité qui est au cœur de la poétique, je crois, de Roger Munier. Et la lecture de Jacques Réda est tout entière traversée par cette obliquité. Elle peut être rassemblée, puisque évidemment je retiens quelques points saillants à travers les différents chapitres du livre. Eh bien, cette lecture, elle peut être rassemblée, ça donne une idée très précise de cette obliquité, dans l'exemple final qui précisément concerne le temps. Exemple évidemment qui est emprunté à un poème de Réda. Quand le poète écrit, à savoir Jacques Réda, le tonnerre muet du temps, c'est un fragment d'Amen. Eh bien, quand il écrit il écrit le tonnerre muet du temps, il ne qualifie pas le temps, n'énonce rien sur le temps, mais, dit Roger Munier, donne issue à une certaine masse de langage insurgé pour que se dise, à la faveur du rapprochement verbal accompli dans ce surgissement, une certaine vérité détournée du temps, qui ne dit rien de front sur le temps, mais par la ruse de ce détour, par l'excellence de cette voix oblique, convient au temps. Fin de citation. Et profère donc finalement au sujet du temps quelque chose d'essentiel au temps. L'exemple frappant de cette obliquité, de cette voix oblique, dont il voit éminemment la manifestation dans l'œuvre de Réda. Eh bien, c'est cette tension du signe, à la fois ouverture et comblement des distances, tension au cœur de la poésie même, qui est mise en évidence dans les chapitres suivants et donc qui commande tout l'ouvrage, évidemment selon des modalités propres à chaque poète. Je trouve le chapitre consacré à Guy Vic, dont j'avoue que je ne l'avais pas lu à l'époque, et que j'ai lu, et d'autant plus avec un regard d'autant plus neuf que j'ai récemment relu Guy Vic et mesuré à quel point c'est un grand poète, eh bien je trouve le chapitre consacré à Guy Vic, assurément l'un des plus grands poètes du XXe siècle, tout à fait remarquable. Dire que la parole poétique fait signe vers ce qu'il faut bien nommer le monde, eh bien c'est d'abord reconnaître que toute la parole vraie tend vers le silence de ce qu'elle nomme. Comme l'écrit Roger Munier, toute parole pleine donne parole, assez pour que parle ce qui n'a pas de nom, et juste pour qu'il garde et rappelle son silence dans le dire. C'est une proposition générale sur la parole politique. Mais il ajoute, telle est son hypothèse de lecture, le silence des choses. Donc la question, c'est celle du statut du silence. Le silence des choses n'a pas seulement le sens négatif de ce qui est hors langage, mais le sens plus positif et radical d'un profond mutisme. C'est le mot que Roger Munier met en avant. Le sens positif et plus radical d'un profond mutisme. Autrement dit, les choses ne sont pas seulement hors de notre dire, elles se taisent. Elles se taisent. De telle sorte que le silence, mode de présence de la chose dans le langage, ne serait que l'écho dans la parole de ce mutisme intrinsèque. Je cite Roger Munier, c'est absolument remarquable, surtout quand on a le Guy Vic, c'est d'une justesse incroyable. Le silence serait alors ce que nous savons du monde, ou en disons, et le mutisme ce qui est. C'est un rapport entre le silence et puis le mutisme qui caractérise ontologiquement, en quelque sorte, la chose. Eh bien, c'est à ce mutisme avoué et préservé que la poésie de Guy Vic donne voix, en deçà de toute parole souveraine. Mais cette proposition ne prend vraiment sens qu'à la lumière de la distinction aussi décisive qu'éclairante entre objet et chose, qui, entre parenthèses, est un fait lointainement écho à la distinction lacanienne entre la chose et l'objet. La première section de Terraquet, le premier recueil de Guy Vic, porte ce titre, « Chose ».
Et c'est bien toujours des choses qu'il s'agit dans la poésie de Gilvig. L'objet, par conséquent, comme l'allemand le laisse entendre, Gegenständlichkeit, l'objet c'est ce qui est posé devant, ce que je m'objecte. Donc il ne s'oppose d'objet que dans la stricte mesure où je le pose. Il ne se refuse que parce que je l'ai mis à distance. Il est donc sans mystère, l'objet, pour ainsi dire abstrait ou vide. Il ne parle pas parce que rien ne peut venir de lui, rien ne peut venir de lui parce que je me l'objecte, précisément. Le statut de la chose est tout autre. Elle est, écrit Roger Munier, impénétrable par excès, non pas close, mais pleine de soi. Reposant dans sa différence, elle ne parle pas non plus, mais à raison seulement de cette différence affirmée qui excède la parole. C'est page 58. La chose se tait, en quelque sorte, mais par profusion, parce qu'elle est pleine d'elle-même. Et c'est ce mutisme qui est la véritable parole du monde, pour ainsi dire, le monde même se nommant en tant que monde. D'où la distinction fondamentale entre le mutisme des choses et le silence au sein de la parole. Eh bien, c'est bien ce mutisme qui est la véritable parole du monde. Bref, l'objet, dit Roger Munier, en substance, l'objet relève du règne second de l'homme, de quelque ordre qu'il soit. Et en ce sens, d'ailleurs, toute chose peut devenir objet. Et d'ailleurs, en général, les choses deviennent des objets dans la parole courante et dans les courants. Donc, l'objet relève du règne second de l'homme, quand la chose est du monde sans plus. Et donc, c'est à cette parole du monde que Gilvig fait écho, et c'est à ce mutisme, si j'ose dire, des choses qu'il tente de donner la parole. Et j'avoue que les analyses du poème conduites sous cette hypothèse sont extraordinairement convaincantes et éclairantes. C'est-à-dire que quand on aime Gilvig, on se dit qu'est-ce qu'on peut dire de plus profond sur Gilvig? Eh bien, cette distance ouverte et recueillie par le signe, qui encore une fois creuse la distance en l'ouvrant, eh bien, peut également prendre le visage du lieu, sous la forme de ce que Bonnefoy a nommé l'arrière-pays dans l'ouvrage éponyme que Roger Munier choisit de commenter. Ce qui est frappant, c'est quand il parle de Bonnefoy, il choisit ce livre magnifique qui est l'arrière-pays. Le poète est habité en effet par la nostalgie du vrai lieu, où, dit Roger Munier, résiderait en permanence la plénitude brève qu'il poursuit à la trace. Le point de départ est ici l'expérience fondamentale d'un appel au sein même de ce lieu aménagé et affirmé que Bonnefoy appelle site. Lieu aménagé et affirmé. Appel de quoi? Bien, appel d'un ailleurs, partout parce que nulle part, appel indéchiffrable parce qu'il ne vient de rien d'assignable. Ainsi, vous le savez, Bonnefoy écrit dans l'arrière-pays que la vraie vie soit là-bas, dans cet ailleurs insituable, cela suffit pour qu'ici prenne l'aspect d'un désert. C'est ce que dit Bonnefoy et c'est vraiment la ligne directrice de l'arrière-pays. Je dirais, pour ma part, que la quête dont il s'agit est celle du haut lieu, c'est-à-dire de ce point du monde où le monde se recoupe sur lui-même, se figure en lui-même, point où le monde donc se figure en lui-même, et se rassemble comme monde, et par conséquent s'ouvre aussi bien, de telle sorte qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'y rester, avec le sentiment d'être arrivé à bon port. Et je crois que nous aspirons tous, en tout cas c'est une expérience que je partage avec Bonnefoy, à la découverte d'un lieu dont nous pourrions dire « c'est là ». Et puisque c'est là, j'y suis, et c'est là parce que j'y suis, c'est-à-dire suis enfin moi-même, pleinement moi-même, parce qu'en accord avec ce monde précisément ouvert par le lieu. Eh bien, toute poésie, selon Roger Munier, prend le chemin de l'arrière-pays. Car si la présence a déserté le monde, et là c'est le second moment de cette dialectique poétique, eh bien, si la présence a déserté le monde, si l'arrière-pays, à proprement parler comme on sait, n'existe pas, c'est pour ça que la quête évidemment est finie, eh bien, elle peut se réinvestir dans l'ici par le prestige du poème. Le poète dit Roger, je cite Roger Munier à nouveau, le poète dit « cette odyssée immobile, ce retour au lieu régénéré à partir du vide même qui le creuse. » Ce retour au lieu régénéré à partir du vide même qui le creuse. Ce qui veut dire au fond que la poésie est mélancolie, au sens où Bonnefoy l'entend, définition aussi surprenante de prime abord que profonde. J'appelle, c'est Bonnefoy qui parle, j'appelle mélancolie cette union de la lucidité et de l'espoir. Et Roger Munier commente ainsi ce texte de Bonnefoy. La lucidité dont le poète ne pourra se départir, c'est l'aveu de la finitude d'ici et de son manque autrefois projeté dans là-bas. L'espoir, c'est la lecture à nouveau de là-bas dans ici et la transmutation d'ici. Remarquable manière de saisir l'intuition de Bonnefoy. La lucidité dont le poète ne pourra se départir, c'est l'aveu de la finitude d'ici et de son manque autrefois projeté dans là-bas. L'espoir, c'est la lecture à nouveau de là-bas dans ici et la transmutation d'ici. Eh bien, c'est enfin à la lumière de cette tension que Roger Munier veut comprendre le destin de Rimbaud, c'est-à-dire le silence de Rimbaud.
Silence qui n'est évidemment pas accidentel aux yeux de Roger Mignet, de telle sorte qu'il s'agit, dit-il, de comprendre le silence par l'œuvre autant que l'œuvre par le silence. C'est au fond, et je serai bref sur ce point, comme vous l'avez dit, c'est un chapitre très court, conclusif, mais qui vient accomplir en quelque sorte, comme un point d'orgue, toute la thématique que j'ai tenté de rappeler rapidement, eh bien, c'est au fond la découverte et le refus du caractère nécessairement oblique de la parole qui conduit Rimbaud à renoncer. Je cite Roger Mignet sur ce point. Il avait cru, il Rimbaud, par elle opérer la percée, par elle, par la poésie, alors qu'elle n'était qu'un écran dans la marche, n'allant qu'à soi, fermé sur soi, dans l'appropriation close du poème. Et lui voulait l'accès, justement, la pleine approche de ce que l'écriture ne pouvait dire qu'en parabole ou en écho. Et il voulait la forme comme informe, le feu non volé qui n'est que le feu, l'inconnu non pas dit, mais en soi, l'inconnu comme inconnu. Alors, on comprend très bien, évidemment, la suite du destin de Rimbaud à partir de là. L'inconnu comme inconnu. La force en un mot, qu'il avait cru saisir à travers la figure, il s'était seulement confondu avec elle. C'est-à-dire qu'avec la figure, on a perdu la force. Donc, c'est la force qu'il faut retrouver. J'en viens enfin au chapitre sur Rilke. Et encore une fois, je parle maintenant parce qu'il s'inscrit parfaitement dans cette lecture, dans cette poétique que j'ai tenté de caractériser à travers quelques auteurs. Mon projet, et donc je vais conduit à parler en tant que philosophe, mon projet était celui d'une phénoménologie de la vie. Tenter de faire une phénoménologie de la vie, c'est essayer de fonder dans la vie même ce que la phénoménologie s'efforce de décrire, à savoir tout simplement ce rapport originaire de la conscience au monde que recueille le concept d'intentionnalité. Donc il s'agit tout simplement, si j'ose dire, de rendre compte de la conscience à partir de la vie, ou encore de penser la vie, de telle sorte qu'elle permette de penser la conscience en sa dimension transitive et gnosique. Comment, de la vie, peut-on décrire quelque chose comme la conscience ? Difficulté redoutable dès lors qu'il s'agit finalement de fonder à proprement parler de la conscience dans la vie, tout en préservant la différence de la conscience et donc la spécificité de la vie. Pour le dire autrement, c'est l'unité originelle du vivre en sa dimension indistinctement transitive, Erleben en allemand et transitive, Leben qu'il faut mieux. On dit vivre en français, d'ailleurs il n'y a qu'en français que cette ambiguïté persiste aussi fortement. Vivre c'est être vivant, être en vie c'est aussi faire l'expérience d'un. C'est à la fois intransitif et transitif. Eh bien c'est cette unité originelle du vivre qu'il s'agissait de penser. Or, deux solutions sont évidemment exclues, bien entendu. D'une part, la préfiguration de la conscience dans la vie sur le mode téléologique, ce qui revient bien sûr à nier la spécificité de la vie. D'autre part, la réduction de la conscience à l'activité vitale sur le mode réductionniste, ce qui équivaut cette fois à la négation de la différence qui fait la conscience. Et c'est toutes les tentatives naturalistes, évidemment, de reconduction de la conscience, disons, au cerveau, etc., etc. Donc évidemment, c'est une manière de refuser la différence qui fait la conscience. Pour le dire en termes anthropologiques, mon propos était de penser la différence humaine, non pas par l'ajout d'un attribut à la vie, en définition classique, l'homme comme animal raisonnable, non pas par l'ajout d'un attribut à la vie, mais comme différence au sein de la vie, c'est-à-dire à partir d'une modalité par laquelle la vie peut différer d'elle-même. Eh bien, la solution, comme toujours, est imposée par les termes mêmes du problème. La conscience, donc la question est comment la conscience peut-elle différer de la vie sans que ça relève de l'ajout d'un attribut transcendant du type raison ? Eh bien, la solution est la suivante, la conscience différera de la vie non plus par excès, mais par défaut. La portée de la vie doit excéder celle de la conscience humaine, de telle sorte que l'humanité ne se distingue de la vie que sur le mode d'une négation ou d'une privation. L'humanité, c'est la vie différente d'elle-même au sein d'elle-même, sous la forme d'un défaut d'elle-même. Bref, la portée de la vie excède largement celle de la conscience humaine, qui n'en est alors qu'une limitation. Tout simplement, l'humanité n'est pas la vie plus un attribut positif, mais la vie privée de sa portée maximale. L'homme n'est pas un animal rationnel, mais comme disait Hegel, un animal malade, ou plutôt un animal inhibé, un animal empêché, un animal impuissant. Ainsi, ce n'est pas la vie qui se dépasse dans l'homme, mais celui-ci qui recule, pour ainsi dire, en deçà de la vie, en tout cas qui ne dispose pas de la portée maximale de la vie. Il faut donc procéder à une inversion de la fameuse proposition heideggerienne au début de Sein und Zeit, qui est la suivante. L'ontologie de la vie doit déterminer ce qui doit être pour que puisse être quelque chose qui ne serait plus que vie. Et ça débouche sur ce que François Zastur a appelé une zoologie privative, ce qui signifie simplement que le vivant, il est abordé par soustraction
à partir du Dasein. Le vivant, c'est le Dasein privé de quelque chose. Eh bien, ma proposition était de faire exactement le contraire et de demander que doit être la vie pour que puisse être quelque chose qui ne serait plus qu'humanité. Que doit être la vie pour que soit quelque chose, que puisse être quelque chose qui ne serait plus qu'humanité. Ce qui revient à comprendre la vie comme cela, qui est capable de cette privation que le nomme l'humanité. Donc vous voyez qu'à la zoologie privative, il faut substituer ce que j'ai nommé une anthropologie privative. C'est l'homme qui est atteint par privation à partir de la profusion vitale. C'est alors que la 8e élégie et l'admirable commentaire qu'en donne Roger Munier sont comme venus à la rencontre de mon problème en m'offrant la solution. Parce que là, je donne la solution de principe, mais encore fallait-il l'entrevoir, et c'est la lecture du commentaire de la 8e élégie de Guino qui m'a mis sur la voie de cette solution. Elle se concentre d'une certaine façon dans les 4 premiers vers traduits par Roger Munier. D'une pleine vue, la créature voit l'ouvert, seuls nos yeux sont comme à rebours, posés tout autour d'elle, ainsi que piège cernant ses libres issues. C'est la traduction que j'ai mise. À quoi fait écho cette lettre décisive à laquelle Heidegger n'a rien compris de Rilke? Vous devez concevoir l'idée de l'ouvert que j'ai essayé de proposer dans cette élégie, de telle sorte que le degré de conscience de l'animal place celui-ci dans le monde sans qu'il ait besoin, comme nous, de constamment se le poser vis-à-vis de lui. L'animal est dans le monde, dans le souligné. Nous autres, nous tenons devant lui. Position entre dans le monde, l'animal devant lui. Du fait de la singulière tournure et l'élévation qu'a prise notre conscience. C'est ce que dit Rilke et que Heidegger commande dans Pourquoi des poètes, je crois. Eh bien, vous voyez que la différence entre l'animal et l'homme et l'animal c'est la créature, se joue dans le rapport à l'ouvert, qui est en quelque sorte le vis-à-vis ou l'élément de ce que j'ai nommé vie. Ainsi écrit Roger Munier, dans une définition aussi remarquable que synthétique, l'ouvert est espace, le pur espace, qui n'est qu'appel, attente nue, l'élément vierge et souverain qui reçoit toute avancée et montée dans la croissance de ce qui s'accomplit, en quoi, par exemple, les fleurs sans fin éclosent. Eh bien, au vu de cette relation à l'ouvert, eh bien, la différence entre l'homme et l'animal, ou l'homme et la créature, est celle de la vue et du regard. Une différence décisive qui apparaît dans l'élégie et que Roger Munier va évidemment mettre en avant. La vue, qu'est-ce que c'est? C'est un savoir pur qui ne connaît pas l'ouvert mais est immergé en lui. Et c'est pour ça que c'est un vrai savoir. Est immergé en lui, c'est-à-dire emporté, dépossédé par lui. L'animal est pour ainsi dire hors de soi. Son mode d'être est celui d'une extase qui est une pénétration dans l'ouvert ou une dérive dans l'ouvert. Or, si l'absence de soi et l'habitation de l'ouvert sont synonymes, force est de conclure que cette présence à soi, que signifie la conscience, correspond à une séparation, à un exil de l'ouvert, et par voie de conséquence à un défaut d'être. Ainsi, la conscience et le monde qui lui est corrélatif procèdent tout entier d'une privation de l'ouvert, privation qui procède d'une interruption du mouvement qui porte l'animal vers et en lui. Autant dire que la conscience naît d'une sorte de suspens ou de refoulement de la vie. La conscience, c'est la vie même, privée de sa portée maximale, revenant en deçà de l'ouvert vers ce qu'il faut nommer le monde. C'est-à-dire que Rilke et Roger Munier à sa suite distinguent l'ouvert et le monde. Autrement dit, en un mot, le refoulement n'est pas le fait de l'homme, mais l'homme est le fait du refoulement. Refoulement de la vie dans et par elle-même. Telle est l'œuvre du regard, par différence avec la vue, par quoi l'ouvert se fait monde. Encore faut-il comprendre que le regard n'est pas la propriété d'une conscience se rapportant à ce qui lui fait vis-à-vis. Il est le surgissement du vis-à-vis lui-même, le regard. Le surgissement du vis-à-vis lui-même, de l'emphase de l'opposition, de l'objection, Gegenständlichkeit, c'est-à-dire de l'objectivité, ce dont est l'objet, et par là même de la conscience. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que la conscience? On n'a pas une conscience et un monde qui serait articulé par le regard. On a le surgissement d'un regard qui fait naître conjointement dans un face-à-face la conscience et le monde. L'ouvert régresse en deçà de lui-même comme monde et la vie régresse en deçà d'elle-même sous la forme de la conscience. Donc la conscience, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que l'extase vitale endiguée par le regard. Le monde, ce n'est rien d'autre que l'ouvert en tant que l'homme s'y soustrait par le regard. Comme le dit très bien Roger Munier, un voile sur les choses qui les fait paraître, tel est bien l'effet du regard, et qui les fait paraître comme chose. Bien entendu, un voile sur les choses qui les fait paraître en tant que chose. Et évidemment, c'est là que se perd l'ouvert.
De sorte que, écrit encore Roger Munier, eh bien, le monde et l'ouvert ne s'opposent pas comme de contraire. L'ouvert est la dimension préalable au monde et qui l'englobe, mais que le monde occulte à mesure de son surgissement. Alors bien sûr, et enfin, ce suspens ou cette crispation de la vie qui caractérise l'homme, dont on est l'homme, demeurait incompréhensible, et là c'est l'ultime pas qu'il faut franchir, et nous reconduirait encore à une version négative ou inversée de l'animal rationnel, hein, c'est-à-dire au fond un défaut à la place d'un attribut positif, si ce suspens n'était pas toujours déjà préfiguré dans la vie elle-même selon une sorte d'incurvation ou de retrait originaire. Ce que je veux dire, c'est que si on s'en tient à l'idée selon laquelle l'homme naît du surgissement d'une privation au sein de la vie, eh bien ce serait à peu près aussi incompréhensible et arbitraire que de dire l'homme naît du surgissement d'un attribut positif qui serait la raison. C'est-à-dire qu'on pose une différence dont on ne comprend pas du tout la condition de possibilité. Pour que ce soit pensable, évidemment, eh bien, il faut évidemment que ce suspens par lequel on caractérise la conscience soit préfiguré dans la vie elle-même par une sorte, encore une fois, d'incurvation originaire. Bref, la vie serait toujours déjà en défaut sur elle-même, et c'est pourquoi la finitude humaine peut s'engendrer en elle. En d'autres termes, comme le montre très bien Roger Munier à la fin du commentaire de l'Élégie, aucun animal n'est vraiment pris sur l'ouvert, en fait. C'est-à-dire, tout animal est toujours déjà exilé d'une certaine façon, ce qui veut dire que notre exil ne fait qu'accomplir un exil originaire. Ce qui veut dire en d'autres termes, si vous voulez, que ce qui caractérise un vivant, paradoxalement, c'est qu'il est privé de la vie. Que tout vivant, en tant que vivant, singulier, en tant qu'il précisément qui relève d'une forme d'exil, même minimal, eh bien, il est caractérisé par une privation de la vie. Et cette privation de la vie, elle s'accomplit de manière imminente en nous. Et donc, encore une fois, comme le montre bien Roger Munier, aucun animal n'est vraiment pris sur l'ouvert. L'exil commence avec la moindre créature, même si, évidemment, il y a des degrés. Dès lors, par-delà l'anthropologie, et c'est l'ultime pas qu'il faut franchir, eh bien, c'est la biologie elle-même qui doit être comprise privativement. Quand je dis qu'elle doit être comprise privativement, je veux dire qu'encore une fois, un vivant doit être compris privativement ou négativement à partir de la vie. Aucun vivant ne possède la vie. Voilà. Parce que tout vivant procède d'un exil au sein de la vie. Alors évidemment, je dois tout ça à la lecture de l'admirable commentaire de Roger Munier. Et donc je crois que ces quelques éclaircissements suffisent à montrer comment la lecture de ce commentaire m'a vraiment donné la voie d'une solution qui a été déterminante pour toute la suite de mon parcours philosophique. En ce sens, elle est contenue dans ces quelques vers de Rilke que j'ai cités, mais elle n'y est contenue au moins comme solution, évidemment, qu'à la faveur du commentaire de Roger Munier, qui est dès lors beaucoup plus qu'un commentaire. Et donc, je me souviens de mon éblouissement, c'est le terme, lorsque j'ai découvert ce commentaire, et c'est cet éblouissement que je retrouve, porté cette fois par la question du poétique, à la lecture des autres chapitres par lesquels j'ai commencé. Je vous remercie. Merci à vous, Renaud Barbaras, pour la densité, la profondeur et la richesse de cette lecture. Je dois reconnaître que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer le texte avant. J'ai mis beaucoup plus de temps à le lire que vous venez de le faire. Il m'a fallu quand même un certain temps. Bon, j'espère que vous avez quand même pu absorber toute cette richesse. Et je vous signale que Renaud Barbaras m'a donné l'autorisation de mettre le texte en ligne, ce qui vous permettra d'y revenir plus en détail, plus tranquillement, et d'une manière peut-être plus approfondie. Merci en tout cas. Et je suis évidemment très sensible à la valeur que vous attribuez à la lecture de la 8e élégie de Duino par Roger Munier et aux autres textes de cet ouvrage. Voilà. Donc je répète, votre texte sera en ligne le plus vite possible sur le site rogermunier.fr et vous pourrez y revenir tranquillement.